Bonjour mes élèves de 12e année collégiale internationale. Je mets à votre disposition le cours de la dérive des continents. L'observation de la disposition relative des continents à travers le temps. On observe s'il y a des continents qui figurent en gris, les continents sont groupés sous forme d'un seul continent ou un supercontinent ou un mégacontinent qui s'appelle la Pangée depuis le Permien, 2150 millions d'années. Puis il y a la Pangée est fragmentée en deux continents principaux, l'Eurasie et Gondwana, pendant le Trias, 2 millions d'années. Puis il y a pendant le Jurassique, pendant le Crétacé et pendant le temps actuel ou l'époque contemporaine. Les continents sont dispersés sous forme de plusieurs continents, par exemple l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Eurasiatique et l'Australie et l'Antarctique. Cette théorie de la dérive des continents, en 1912, le météorologiste, explorateur et géophysicien allemand Alfred Wegener propose sa théorie. Les continents constituent jadis exprime un temps précédent un supercontinent qui s'appelle la Pangée. Puis ce mégacontinent ou ce supercontinent continue s'y fracturer dans plusieurs continents pour atteindre leur position actuelle. Mais quels sont les arguments avancés par Alfred Wegener pour prouver sa théorie? Le premier argument, c'est l'argument morphologique. Il y a une complémentarité des côtes. Côte ouest d'Afrique et le côte est de l'Amérique du Sud. Wegener a constaté une complémentarité des côtes d'Afrique et d'Amérique du Sud, de part et d'autre de l'océan Atlantique. Le deuxième argument, c'est l'argument géologique ou pétrographique. Il y a des formations rocheuses au niveau des continents d'Afrique et du continent de l'Amérique du Sud. Ces formations rocheuses qui sont figurées ou représentées par la couleur grise sont d'âge supérieur à 2 milliards d'années. Par exemple, le bouclier de l'Ouest africain, bouclier de Guinéis, bouclier brésilien, bouclier angolais, bouclier tanzanien, bouclier rhodésien, par rapport à l'océan Atlantique. Ces formations rocheuses spécifiques de même âge de 1 milliard d'années qui peuvent être assemblées en chaîne continue si on rapproche les continents. Le troisième argument, c'est l'argument paléontologique. Il y a des fossiles qui se trouvent dans différents continents. Par exemple, le fossile de Cyanognathis, fossile reptile Dodus mesosaurus, fossile de la fougère Glossopteris, présent dans tous les continents du Sud, montre que ces derniers ont déjà été ruinés. Preuve fossile de reptiles terrestres, l'Ostrosaurus. La définition de fossiles: les fossiles sont des traces ou des restes des êtres vivants, soit animaux ou végétaux, qui vivent dans des périodes ou dans des ères géologiques précédentes. Dans ces arguments, on retrouve des fossiles de même âge dans des continents différents, Afrique et d'Amérique du Sud. On a une remarque: les êtres vivants n'auraient pas la possibilité de traverser
l'océan Atlantique pour venir vivre sur un autre continent. La théorie d'Alfred Wegener a été rejetée parce que nous ne pouvons pas apporter des explications suffisantes quant à son mécanisme. Il ne respecte pas la démarche scientifique. Donc, on a une autre théorie qui s'appelle la théorie de la tectonique des plaques. Quelle est la notion de plaque? Quels sont les types de plaques? Quels sont les types de mouvements entre les plaques? Quelle est l'origine du mouvement des plaques? Pour déterminer la notion des plaques lithosphériques ou tectoniques, on observe la répartition, la carte qui représente la répartition mondiale des séismes et des volcans. Au niveau de la carte, il y a les séismes qui sont représentés par des points en rouge et les volcans qui sont représentés par des petits triangles en violet. Donc, les séismes et les volcans ne répartissent pas au hasard dans le monde. Ils sont répartis de façon homogène. Les zones stables délimitées par les zones instables est appelée plaque tectonique ou plaque lithosphérique. Il y a plusieurs plaques tectoniques qui sont délimitées par les zones instables par les séismes ou les volcans. Cette carte représente les plaques lithosphériques qui sont délimitées par les zones instables. Il y a une douzaine de plaques lithosphériques principales. Il y a la plaque pacifique, plaque philippine, plaque australo-indienne, plaque antarctique et la plaque eurasiatique, plaque arabique en violet, plaque africaine en vert, plaque sud-américaine, plaque de Caraïbes, plaque du Caucase, plaque de Nazca, plaque du nord américain. Dans cette carte, il y a trois types de plaques. Plaque continentale seulement, et la plaque océanique seulement, et il y a des plaques qui sont mixtes. Et des plaques qui sont mixtes, qui présentent une partie océanique et une partie continentale. Par exemple, la plaque africaine et la plaque du sud-américaine. La répartition des séismes et des manifestations volcaniques permet de délimiter 12 plaques tectoniques aux plaques lithosphériques principales. Premier type, c'est la plaque océanique, constituée d'une partie océanique seulement. Exemple, plaque pacifique. Deuxième type, plaque mixte, constituée d'une partie océanique et d'une partie continentale. Exemple, plaque d'Afrique ou plaque d'Amérique du Sud. Troisième type, plaque continentale, constituée d'une partie continentale seulement. Exemple, plaque arabique. Il y a des petites plaques dans le monde qui ne représentent pas de cette carte. Le mouvement des plaques lithosphériques. Cette carte présente les limites des plaques lithosphériques. Il y a trois types de limites entre les plaques, ou trois types de frontières. Il y a une frontière de convergence qui est représentée par des flèches en rouge et des frontières de divergence ou d'éloignement des plaques qui est présentée par des flèches en bleu, et il y a des frontières ou des limites décrochantes au niveau des failles transformantes qui est représentée par des flèches, par une flèche en bleu en gras. Il y a des numéros dans
cette carte. Par exemple, 4, 3,7, 2,5, 2, 5, 6, 8, 9. Ces numéros représentent la vitesse d'éloignement ou de rapprochement des plaques lithosphériques. La vitesse d'éloignement ou de déplacement des plaques lithosphériques est représentée par le centimètre par an. V est égal à D sur T. D, c'est la distance. D, c'est la distance entre les deux plaques lithosphériques, ou la distance qui se déplaçait entre les deux plaques lithosphériques. T, c'est représenté par l'année, par un an. Donc, il y a 3 types de limites ou de frontières et 3 types de mouvements. Il y a un mouvement de convergence, un mouvement de divergence et un mouvement de coulissage au niveau des failles transformantes. La technique qui permet actuellement de mesurer le déplacement des plaques ou le mouvement des plaques ou la vitesse de déplacement des plaques, c'est le GPS. Les plaques se déplacent de quelques centimètres par an. On observe au niveau de la carte 3 types de mouvements entre les plaques. Mouvement de divergence, il y a un écartement des plaques ou un éloignement des plaques lithosphériques au niveau des dorsales médio-océaniques. L'autre type, c'est le mouvement de convergence. Il y a un rapprochement des plaques au niveau des zones de subduction. La subduction, c'est une plaque océanique qui s'enfonce sous une plaque lithosphérique continentale. Troisième type de mouvement, c'est le mouvement de coulissage. Les plaques glissent latéralement les uns contre les autres au niveau de décrochante des failles transformantes. Quelles sont les conséquences possibles des déplacements des plaques lithosphériques? Au niveau des dorsales ou au niveau des zones de divergence, zones d'accrétion, il y a production de lithosphère océanique. Il y a une expansion océanique. Au niveau des zones de subduction, zones de convergence, il y a disparition de la lithosphère océanique âgée et il y a formation d'un fossé. Au niveau des plaques lithosphériques continentales, il y a formation des chaînes de montagnes. Il y a plusieurs conséquences possibles des déplacements des plaques lithosphériques. Il y a 3 conséquences. Il y a production de la lithosphère océanique, il y a expansion océanique, disparition de la lithosphère océanique âgée, il y a formation de chaînes de montagnes au niveau des zones de collision. Au niveau des zones de divergence, il y a l'éloignement d'une plaque lithosphérique océanique et l'autre plaque océanique. Il y a des mouvements ascendants de la sténosphère. La définition de la subduction, c'est l'enfouissement de la lithosphère océanique sous une plaque lithosphérique continentale. Dans cette partie-là, il y a un mouvement descendant de la lithosphère océanique. Au niveau d'un océan, il y a la topographie d'un océan, il y a une expansion océanique. Il y a les reliefs d'un océan. Les reliefs d'un océan, c'est la plaine abyssale, le talus continental, le plateau continental et le dorsal médio-océanique. Il y a une symétrie par rapport au dorsal ou au rift qui se trouve au milieu.
À droite, il y a le plan abyssal, à gauche, le plan abyssal, le talus continental à droite, et à gauche, le plateau continental à droite, et le plateau continental à gauche. C'est un donné qui soutient la théorie de la dérive du continu. Il y a une symétrie par rapport au dorsal médio-océanique. C'était la dorsale médio-océanique, c'était une chaîne de montagnes. La formation de roche principale de la dorsale médio-océanique. Dans ce globe terrestre, il y a des couleurs différentes qui représentent l'âge en millions d'années de la roche principale. La roche principale de la dorsale médio-océanique, c'est la roche de basalte. C'est une roche volcanique qui est ici de la profondeur et se refroidit au niveau de la mer. Il y a une symétrie par rapport au dorsal médio-océanique ou du rift. L'âge des basaltes augmente si on s'éloigne du dorsal médio-océanique à droite et à gauche. Par exemple, on a l'âge de 0 millions d'années, 11 millions d'années, 20 millions d'années, 33 millions d'années, 48 millions d'années, 68, 84, 132, 155, 180 millions d'années. Il y a une symétrie par rapport au dorsal médio-océanique, de la droite et à gauche. On remarque qu'il existe une symétrie dans la répartition des roches principales. Le basalte. Le basalte est une roche volcanique de part et d'autre de la dorsale. Donc, la dorsale est une zone d'éloignement des plaques. Quelle est l'origine du mouvement des plaques lithosphériques? On peut dire que les mouvements des plaques sont liés à des mouvements en profondeur. La structure interne du globe terrestre. Le globe terrestre est formé en plusieurs enveloppes. L'enveloppe externe du globe terrestre s'appelle la croûte terrestre. Il y a deux types de croûte terrestre. Croûte océanique et croûte continentale. Il y a une autre enveloppe au-dessus de la croûte terrestre qui s'appelle le manteau. Le manteau est subdivisé en manteau supérieur et l'asténosphère, puis le manteau inférieur. Le manteau supérieur plus la croûte terrestre, soit croûte océanique, on dit, s'appelle lithosphère océanique. Et la partie du manteau supérieur plus la croûte océanique s'appelle la lithosphère océanique. Il y a deux enveloppes au-dessus du manteau, le noyau externe et le noyau interne. La lithosphère se dispose sur l'asténosphère qui est moins rigide de la lithosphère. Pour déterminer l'origine de la chaleur, on étudie un exercice qui représente la variation de température en fonction de la profondeur. La courbe qui représente la variation de température en degrés Celsius en fonction de la profondeur de la Terre. Les globes terrestres de la Terre, il y a la croûte continentale et océanique. La profondeur des croûtes continentales et océaniques à peu près 150 km. La profondeur des montants à peu près 2900 km. La profondeur du noyau externe en l'état liquide qui est à peu près de 4000 km. Et la profondeur de noyau interne
l'état sur l'île 5200 km à peu près. Pour déterminer la température, la profondeur d'un point, on fait la projection verticale. Par exemple, pour déterminer la température à une profondeur de 1000 km, on fait la projection de 1000 km de profondeur pour déterminer la température exacte. Par exemple, la profondeur 1000 km, à peu près, il y a 1500 degrés Celsius. Dans cette courbe, il y a l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Il y a l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. La température augmente. Donc, on va essayer de terminer l'exercice précédent. Complétez le tableau suivant. Coup de bouton conclure. La température en degrés Celsius, il y a 1000 degrés Celsius. On va déterminer la profondeur. Puis, il y a 3000 degrés Celsius. On va déterminer la profondeur. Il y a une profondeur de 5000. Et on va déterminer la température qui correspond à 5000 km de profondeur. On va donc mettre la projection verticale pour obtenir la profondeur ou la température correspondant à un numéro donné. La profondeur en kilomètres correspondant à 1000 degrés Celsius, c'est 150 km. Et la profondeur qui correspondant à 3000 degrés Celsius, la profondeur correspondant à une température de 3000 degrés Celsius, c'est 2900. Et la température en degrés Celsius qui correspondant à 5000 km en profondeur, c'est 600 degrés Celsius. Donc, pour la conclusion, on a une augmentation de la température au sein de la Terre en fonction de la profondeur, est appelé gradient géothermique. Donc, la profondeur, si on augmente la profondeur, la température augmente. Il y a 150 km de profondeur, 2900, 5000 km. Il y a augmentation de la profondeur. Pour la température, il y a 1000 degrés Celsius, 3000 degrés Celsius, 4600 degrés Celsius. Il y a augmentation de la température en fonction de la profondeur. Cette variation de température en fonction de la profondeur est appelée gradient géothermique. Le gradient géothermique est de 30 degrés Celsius par kilomètre. L'origine principale des chaleurs au flux géothermique provient de la désintégration des substances radioactives contenues dans les roches. Ces substances sont l'uranium, le potassium et le thorium. La principale chaleur provient de la désintégration. Il y a 90% de la chaleur provient de la désintégration des substances radioactives et 10% provient du soleil et des séismes et des volcans. Déterminer le lieu privilégié de l'évacuation de la chaleur terrestre. Il y a encore un corps qui représente le flux de chaleur en milliwatts par mètre au carré. Au niveau des dorsales, il y a augmentation de flux de chaleur. Au niveau des fosses, il n'y a pas de flux de chaleur. Au niveau il n'y a pas de flux de chaleur. Et au niveau de l'arc volcanique, il y a un flux thermique moyen à la surface du globe terrestre. Donc, la dorsale,
si le lieu privilégie de l'évacuation de la chaleur terrestre. Il y a 3 types de transfert de la chaleur. Transfert de la chaleur par convection et par radiation. Au niveau de la Terre, il y a déplacement de la matière dans une zone chaude vers une région froide. Il y a un mouvement de la matière. Donc, il y a formation des courants de convection ou d'un cylindre de convection. Les courants de convection engendrent par la désintégration des éléments radioactifs au niveau du globe terrestre sont l'origine du mouvement des plaques lithosphériques. Conclusion. Au niveau des zones de divergence, il y a des courants de convection ascendants qui provoquent l'éloignement des plaques lithosphériques. Et au niveau des zones de convergence, il y a des courants descendants qui provoquent le rapprochement des plaques. Et merci.